Bienvenue à tout le monde. Je m'appelle Sabrina Di Matteo. Je suis directrice adjointe pour la formation continue donc à la CRC depuis un petit peu plus d'un an. Je vous remercie de nous rejoindre pour participer à ce webinaire qu'on a lancé rapidement la semaine dernière. Donc, je remercie Valérie, Dr. Valérie Julie Brousseau, qui est avec nous et c'est à son initiative qu'on fait ce webinaire, qu'on a aussi la semaine dernière émis avec son aide des recommandations pour des mesures de santé publique, mais dans le contexte des communautés de vie consacrée. C'était donc sorti le 24 mars. Vous les trouvez sur notre site web. Vous les avez sûrement reçus par courriel aussi. Je veux surtout vous dire qu'on souhaite, toute notre équipe à la CRC souhaite que tout le monde soit en bonne santé chez vous, que tout va bien. Je pense que plusieurs communautés avaient déjà commencé à prendre des mesures pour limiter ou interdire les visites de l'extérieur et puis fermer les chapelles. Évidemment, c'est malheureux parce qu'on souhaite se rendre disponible pour soutenir les gens spirituellement, mais il faut limiter les risques pour prévenir la propagation de ce virus là, qui est en train de bouleverser nos vies. Alors, voilà, donc voici comment on va procéder pour la prochaine heure environ. Je vous présente d'abord Dr. Valérie Julie Brousseau. Elle est basée ici à Montréal. Valérie, elle est chirurgienne spécialiste je vais regarder mon texte français, ça va aider, spécialiste en otorhinolaryngologie et elle est diplômée en recherche clinique, épidémiologie et santé publique de l'Université Harvard. Et elle est aussi très engagée, c'est une laïque consacrée, voilà, donc très engagée dans l'Église d'ici. Donc, encore une fois, je la remercie d'avoir pris la peine d'entrer en contact avec nous pour qu'on puisse vous fournir une formation là, de ce genre aujourd'hui. Ce webinaire est enregistré, donc tout ce que vous verrez aujourd'hui, incluant la présentation des diapositives que Valérie a préparées, va vous être rendu disponible dès qu'on peut, là, demain ou au plus tard mercredi, pour que vous puissiez, si vous voulez, le faire visionner dans vos communautés et qu'on le distribue à d'autres membres qui n'ont pas pu être avec nous cet après-midi. Donc, Valérie va nous faire une présentation. Elle a donc des diapositives que vous allez voir à l'écran pendant qu'elle parle. Et donc, ça devrait prendre de 30 à 40 minutes. Et par la suite, on ouvrira une période de questions. Et à ce moment-là, ben, je vais réintervenir pour vous expliquer comment on va fonctionner pour la période de questions selon le nombre qu'on est. Alors, Dr. Brousseau, c'est à vous. Merci beaucoup. Juste m'assurer qu'on vous entend. Ah, voilà. C'est bon, on vous entend. Vous m'entendez? Oui, OK. Je vais juste mettre ma présentation. OK, bien, bienvenue à cette présentation sur l'Église et la COVID-19. Je vais passer sur la présentation, étant donné que Sabrina a fait un excellent boulot sur le sujet. Juste un petit plan de présentation. D'ailleurs, d'abord, pourquoi cette présentation? Ensuite, quelques données scientifiques, médicales et épidémiologiques au sujet de la COVID-19. Ensuite, des recommandations et propositions de solutions adaptées à l'environnement de la vie religieuse et de l'Église. Et enfin, une période de questions. Donc, d'abord, pourquoi? Pourquoi cette présentation? Parce que vous êtes en position de leadership et en tant que membre de l'Église, nous avons donc une obligation de protection de la vie, que ce soit au début ou à la fin, mais bien de toute la vie. Et donc, on a un leadership unique à exercer durant cette pandémie, puisque même si les décisions et lois civiles varient d'un endroit à l'autre, le virus est partout le même, partout dans le monde. Et donc, il s'agit pour nous d'exercer un leadership qui est basé à la fois sur nos valeurs, mais aussi sur la science. Et bien que les autorités civiles, elles, ont des responsabilités qui leur sont propres, basées sur l'économie, l'accès aux soins, les valeurs de société, en tant que membre de l'Église, évidemment, notre responsabilité au niveau de la protection de la vie des plus vulnérables et des valeurs chrétiennes de partage, de coopération, devrait être pour nous à l'avant de notre réponse dans ce cadre de la pandémie. Les défis sont
massif au niveau de l'Église, d'abord parce que il y a un nombre d'individus qui est quand même grand, mais qui demeure toutefois fragile. D'abord parce que il y a beaucoup d'individus à risque à cause de leur âge avancé, des comorbidités, des situations médicales, des appels ministériels qu'ils ont à faire en cadre de leurs responsabilités ecclésiales et administratives, et aussi des possibilités de groupes qui se retrouvent confinés et qui sont des groupes assez larges et qui ne sont pas nécessairement gérés par les autorités gouvernementales. Pour faire un petit topo, à ce jour, dans l'Église, si on prend l'Italie, il y a plus de 80 prêtres qui sont décédés. Et entre eux, ce n'étaient pas que des prêtres jeunes. Il y a un prêtre de 45 ans qui est décédé. Et la majorité d'entre eux étaient déjà confinés. Donc, c'était des prêtres qui avaient exercé du ministère et qui avaient pris le moyen de se confiner, qui malheureusement avaient déjà contracté le virus avant leur confinement. On a un évêque qui est déjà décédé du virus, un évêque italien, qui œuvrait en Afrique. Et il y en a d'autres qui sont positifs ou en quarantaine au travers le monde. Au Canada, il y a déjà un séminaire qui a été infecté par le COVID et qui a été mis en quarantaine. Et pour l'Italie, entre autres, il y a déjà 4 communautés religieuses qui n'étaient pas des communautés religieuses qui œuvraient auprès des pauvres ou qui œuvraient auprès des malades, mais bien des communautés religieuses qui étaient des communautés cloîtrées qui ont été atteintes, certaines d'entre elles décimées. Et en France, tout récemment, la semaine dernière, une maison pour soins de religieuses, il y avait 145 religieuses. Il y a eu des cas de COVID qui sont entrés dans la maison. Ça a été assez difficile à gérer. Quand on regarde d'autres milieux fermés, c'est pertinent de regarder, par exemple, comme le milieu carcéral. Et le milieu carcéral, présentement, cause des problèmes massifs au niveau des États-Unis et ailleurs à cause de l'explosion de COVID dans les milieux fermés. Donc, c'est très pertinent quand on sait qu'on a plusieurs communautés qui ont des maisons de 10 personnes ou plus, des fois, voire des maisons où on a plus de 100 personnes sous un même toit. C'est un risque très particulier. Alors, la proposition que je vous fais, qui se veut une proposition d'approcher la situation de la COVID d'une manière profondément chrétienne, basée sur la science et qui veut être d'une certaine manière, si je peux dire, plus stricte que les autorités civiles. C'est pas une question d'élitisme, de favoritisme ou de perfectionnisme ecclésial, quelque chose comme ça. C'est vraiment des recommandations que je recommande qui soient partagées par tous. Et c'est notre présence, notre comportement, puis nos décisions, notre leadership qui aura un impact majeur sur les membres de l'Église et le monde, tant sur leur survie que sur leur santé. Et c'est vraiment notre rôle un rôle missionnaire particulier que nous avons en tant que membres de l'Église et leaders présentement, de prôner vraiment des actions qui sont basées sur la science et non pas seulement sur des situations économiques ou des situations d'accès aux soins de santé. Donc, pour ce qui est des sciences de base, je vous fais un bref survol. Vous en avez sûrement entendu parler peut-être dans les médias déjà. La famille du coronavirus, c'est une famille de virus. Il y en a 4 qui sont vraiment communs, qui sont là tout l'hiver, qu'on attrape régulièrement. Et il y en a 3, dont le MERS et le SARS, qui ont été déjà présents dans les dernières années. Et là, maintenant, c'est donc une deuxième version du SARS, le SARS-CoV-2, qui est le nom du virus qui cause la maladie du COVID-19, qui vient d'émerger. Et donc, c'est clair pour nous que ce n'est pas une question d'armes biochimiques, là. C'est vraiment comme une évolution génétique de virus préexistants. Et cette variation génétique-là semble relativement stable pour le moment, ce qui aide beaucoup les scientifiques parce que ça va nous permettre de mieux cibler les traitements. C'est un virus d'acide ribonucléique et la façon dont on détecte ce virus, essentiellement, c'est qu'on essaye de prendre un prélèvement et de faire des photocopies de certains morceaux d'ADN du virus, si on veut. Et il faut comprendre que les tests de dépistage pour le virus du COVID sont donc imparfaits. C'est-à-dire qu'on peut tester une personne et bien qu'elle apparaisse négative, dans 10 à 15 des cas, ce sera un faux négatif. C'est-à-dire que quand on fait le test, la personne apparaît comme négative, mais dans 10 à 15 des cas, donc 1 sur 10, c'est quand même significatif, ça va apparaître comme, en fait, elle est positive et on ne l'a pas détectée. Le test n'est donc pas précis à 100 et c'est pour ça que nous testons seulement les personnes qui sont à risque et qui ont des signes cliniques de maladie. L'autre chose aussi, c'est que pour la majorité des gens, un test négatif, pour eux, ça devient comme une espèce de bénédiction protectrice, alors que ce ne l'est pas. Un test négatif aujourd'hui n'empêche pas que la personne peut contracter le virus demain.
Le mode de transmission du virus, c'est largement au travers les sécrétions nasales et la salive et les selles. Curieusement, il n'est pas présent dans l'urine. Et l'entrée du virus est via les muqueuses, spécialement les yeux, le nez et la bouche, ou encore, par exemple, une plaie sur la peau, notamment sur les mains, c'est l'endroit classique. On note aussi qu'on peut non seulement attraper dans l'air, mais qu'on peut l'avoir sur des surfaces. Vous avez sûrement vu dans plusieurs documents, comme ce document-ci du Passeport Santé qui est du Québec, la durée de vie du virus sur différentes surfaces. Il faut comprendre que pour être capable d'être transmis, le virus, il faut qu'il y ait une certaine concentration. Okay? Donc, quand on regarde la durée de vie totale du virus sur une surface, ce n'est pas une mesure qui est utile au point de vue clinique. Okay? Parce que après une demi-vie, normalement, il ne reste pas assez une grosse concentration de virus sur la surface pour être suffisante pour inoculer une personne. Donc, si on utilise des demi-vies telles que j'ai mis sur le site de la CRC, que je remets ici, on obtient des données qui sont beaucoup plus valides au point de vue clinique. Donc, présentement, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment terrorisés là, de rentrer leur commission puis qui lavent toutes les choses. Je ne vous dis pas que c'est pas une bonne attitude, là, mais je vais vous offrir des alternatives qui sont peut-être plus réalistes et plus pratiques. Au point de vue des signes cliniques d'infection, donc il faut comprendre que la période d'incubation est quand même longue. On parle de 3 à 10 jours, chez certains patients jusqu'à 14 jours, avec une moyenne de 6. C'est-à-dire que vous pouvez être infecté et que vous ne le savez pas. Et malheureusement, durant cette période d'incubation, c'est durant cette période d'incubation que vous êtes le plus prône à transmettre, que le virus se transmet dans la plus grande concentration. Donc, vous n'attraperez sans doute pas le virus d'une personne malade. Vous allez attraper le virus d'une personne qui vous semble bien portante et qui ignore complètement le fait qu'elle est positive. C'est une manière de transmettre le virus qui est complètement silencieuse. Les symptômes, donc, en moyenne, vont apparaître à partir de 6 jours, s'il y a symptômes, et je reviendrai là-dessus dans un moment. Donc, les symptômes sont largement la toux sèche, la fièvre, la difficulté respiratoire. On admet aussi maintenant une plus grosse importance aux symptômes gastro-intestinaux comme étant des symptômes qui sont initiateurs de la maladie. Et on identifie aussi la perte d'odorat comme étant un des modes de présentation chez plusieurs patients qui, eux, vont avoir moins de symptômes, qui n'auront pas de grosses difficultés respiratoires. Donc, la COVID-19, ce n'est pas le nom du virus, mais c'est bien le nom de la maladie qui est causée par le virus. Il faut comprendre que non seulement on a une période d'incubation qui peut aller jusqu'à 10-14 jours, en moyenne 6 jours, mais qu'en plus, 80% des gens qui vont être atteints n'auront pas de symptômes. Donc, ça veut dire qu'il y a un large bassin de population présentement qui a la maladie, qui est asymptomatique, qui risque de ne jamais l'avoir, mais qui agit comme un bassin transmetteur. Et donc, le fait que quelqu'un se sente bien ou qu'elle a été sur un étage ou qu'il n'y avait pas d'autres personnes qui étaient malades ne garantit pas que la personne est COVID négatif. 20% des gens qui vont attraper le virus vont avoir besoin de soins. Et pour ces gens-là, les soins sont des soins qui demandent énormément d'efforts de la partie médicale. On a un taux de mortalité aussi élevé qui, présentement, on admet entre 2,4 à 5% de mortalité au point de vue mondial. Sauf que quand j'ai écrit la note ici, ça a été à peu près 7,2% en Italie, mais en fait, maintenant, c'est rendu 10% de mortalité en Italie. La raison pourquoi la mortalité est si haute en Italie, c'est que nos amis italiens sont particulièrement attentifs à tester tous les gens qui sont décédés pour voir s'ils étaient atteints ou pas. Dans d'autres pays, les mortalités du COVID sont seulement contingentées en fonction de la raison de l'admission à l'hôpital. Si le patient était admis pour le COVID et il est décédé, là, on le compte. Mais si la personne est décédée chez elle, c'est décédé d'un arrêt respiratoire à l'urgence, puis on n'a pas eu le temps de le tester, on ne le compte pas et on ne le teste pas. Donc, je vous dirais que les chiffres pour ce qui est de l'Italie sont très épeurants, mais d'un autre côté, sont peut-être les plus justes de ce qu'on a à date. On a d'autres pays qui c'est beaucoup plus faible, mais c'est difficile des fois de comparer. Pour les patients qui vont se ramasser à l'hôpital et qui vont avoir besoin de soins respiratoires, on admet jusqu'à 62% de mortalité et ceux qui vont se ramasser aux soins intensifs avec ventilateur, on admet jusqu'à 80% de mortalité dépendant des facteurs de comorbidité. Ça ne veut pas dire qu'il
il n'y a pas beaucoup de monde qui s'en sort. Il y a quand même pas mal de gens qui s'en sortent, mais ça veut dire que c'est une maladie grave et que ça peut vraiment atteindre certaines personnes. Quand on regarde les données qui sont sorties de Chine, ici, je vous invite à la 3e colonne, c'est le Case Fatality Rate, c'est le pourcentage de décès par tranche d'âge en fonction du nombre de cas de COVID positifs qui est identifié. Vous voyez qu'en haut de 80 ans, il y a 14,8 de décès. De 70 à 79, on a un 8 de décès. Et ça, c'était donc un pays qui avait quand même moins de rapports de tests que l'Italie. On sait que ça fluctue, puis on sait aussi présentement que ça affecte beaucoup plus de jeunes que ce qu'on pensait au début. Présentement, dans l'État de New York, 40% des patients qui sont admis à l'hôpital pour des symptômes reliés au COVID sont entre 25 et 55 ans. Donc, ce n'est pas juste une maladie qui atteint les personnes qui sont malades ou les personnes qui sont âgées. Ça atteint des gens de tout âge. Quand on reste toujours en Chine, puis on regarde les facteurs de mortalité, dans la mortalité, on a eu tous ceux qui sont décédés, il y en avait 10% qui étaient atteints de maladies cardiovasculaires, un 7% de diabète, 6% d'hypertension. Maladie pulmonaire similaire, cancer similaire, et un petit pourcentage qui n'avait aucune autre comorbidité. Tout ça pour dire que plus qu'on a de problèmes de santé, plus qu'on a de risques si on est admis pour le COVID, de mortalité. En Italie, si on donne un exemple sur un petit sous-groupe qui a été étudié, 355 patients dans un hôpital qui sont décédés dans le nord de Bergame. On a près de 50% d'entre eux qui souffraient déjà d'hypertension, un tiers de diabète puis un tiers de maladie cardiaque. Fait que ce sont les gros facteurs de risque de mortalité lors d'infection de COVID présentement. Comment traite-t-on la maladie? Bien, d'abord, par un support vital. C'est à peu près tout ce qu'on a, malheureusement. L'oxygène, les respirateurs, ventilateurs, intubation, etc. Il y a des études in vitro, c'est-à-dire en laboratoire, qui ont suggéré peut-être que la chloroquine, qui est aussi appelée le Plaquenil, pouvait être actif contre le virus, mais malheureusement, dans les études in vivo, donc les études cliniques, on n'a pas de données probantes à cet effet-là pour le moment. Et en fait, il y a déjà eu plusieurs complications liées aux médicaments, donc c'est un petit peu incertain là, que ça soit, c'est plus incertain que ça soit utile dans le contexte du COVID. Par contre, il y a plusieurs études présentement qui font usage de transfusion de sérum sanguin. Donc, on prend un patient qui a guéri de la maladie, on extrait son sérum qui contient les anticorps et on le transfuse à un patient qui a une maladie active. C'est un traitement qui a été utilisé en 1918 lors de la grippe espagnole, qui avait quand même été très efficace pour certains patients. On ne sait pas si ça va être utile dans le contexte du virus qu'on fait face présentement, mais il y a des études à travers le monde qui se font présentement sur ce sujet-là. Et certainement, à court terme, c'est probablement notre meilleur espoir de solution, étant donné que ça évite de faire tous les tests qui seraient nécessaires, par exemple, pour un vaccin ou pour un médicament. Donc, ce serait une solution rapide si ça fonctionne. Pour ce qui est des risques de transmission, il faut considérer certaines choses, notamment comme la concentration virale. Donc, la méthode de transmission, est-ce que c'est par surface ou aérienne? On sait que par méthode aérienne, c'est sans doute la méthode la plus efficace. Le temps d'infection, c'est-à-dire la personne plus elle est dans sa période qui rapproche de son début de symptômes, plus la concentration de virus est grande. Et la sévérité d'infection pour les personnels hospitaliers, plus les patients sont malades avec la COVID, il semblerait que leur concentration virale est plus intense, donc qui représente des risques de transmission plus élevés que les autres patients. Si on prend, par exemple, une personne sur la rue, puis qu'on prend une personne qui n'a pas de symptômes, présentement, on n'a aucune donnée pour savoir quel est le risque de transmission. Si on prend une personne qui est COVID positive, puis on entre en contact une fois avec, je ne parle pas de vivre avec ou de partager des lieux communs avec elle, on parle d'un risque de transmission de 1 à 5 %, dépendant si elle a toussé, si on est rentré en contact trop proche avec elle, etc.
Une des choses qui est très importante à savoir aussi, c'est qu'une fois que les symptômes cliniques sont résolus, le virus demeure détectable chez la personne entre 8 à 37 jours, donc une moyenne de 20 jours. Et c'est toujours incertain à savoir si pendant cette durée-là, la personne demeure infectieuse, si elle a la capacité de transmettre le virus, si la concentration est suffisante pour qu'elle puisse le donner à quelqu'un d'autre ou pas. Donc, ça veut dire que même après une résolution, on a beaucoup de travail à faire pour savoir déterminer quel est le risque que cette personne-là continue de transmettre le virus. L'autre question qu'on n'a pas encore de réponse, c'est à savoir si c'est possible d'avoir une deuxième infection, parce qu'on a des patients, notamment en Chine, qui ont été positifs, qui sont tombés négatifs, puis qui sont revenus positifs après. Maintenant, il ne semblerait pas encore à date d'avoir de cas reportés de patients qui ont développé toute la maladie une deuxième fois, mais il est clair qu'il semblerait que les patients peuvent être porteurs du virus de façon prolongée et l'importance de ça par rapport à la transmission demeure incertaine, puis on a besoin de plus de données pour être certain. Alors, comment se protéger? La clé numéro 1, ne pas se toucher le visage, OK? Parce que ce sont les points d'entrée. Bien vous laver les mains, laver vos aliments, vos articles de magasin, donc idéalement un peu de savon dans l'eau, tremper, frotter, bien rincer. Et moi, je vous suggérerais que si vous avez fait l'épicerie ou vous avez fait des achats, plutôt que de vous prendre le risque de tout nettoyer ça puis de vous contaminer en le nettoyant, sortez ce qu'il y a à sortir pour mettre au frigo, nettoyez-le, mettez-le au frigo. N'oubliez pas de vous laver les mains après. Et pour ce qui est des autres articles, laissez-le, si on veut dire, traîner 3-4 heures, le temps que le virus soit désactivé. Puis par la suite, vous pourrez les mettre dans vos tablettes de rangement sans avoir crainte que vous avez contaminé vos tablettes puis vous avez contaminé les surfaces. Pour ce qui est des surfaces, surtout des surfaces communes. Par surfaces communes, les poignées de porte, les poignées de robinet, les interrupteurs de lumière, les comptoirs à nourriture, les tables, les bancs d'église, tout ce qui est partagé devrait être régulièrement nettoyé, non seulement après usage, mais surtout avant votre propre usage, puisque vous ne savez pas qui était là, qui en a fait usage entre les deux. La manière la plus efficace de vous protéger les autres, ce n'est pas d'agir comme si vous aviez peur de l'attraper, mais bien d'agir comme si vous étiez porteur. OK? Donc, on va prendre un exemple. Je vais parler des individus actifs et fixes, non actifs. On va revenir sur la chose tout à l'heure. Les personnes qui ont à rencontrer d'autres gens, qui ont à sortir de la maison, distanciation stricte de 2 mètres minimum. Et on veut s'isoler, on ne veut pas rentrer en contact avec les gens qui restent à la maison puis qui, eux, sont essentiellement fixes, qui sont comme en quarantaine. C'est important que les personnes qui ne sortent pas de la maison demeurent complètement confinés et n'entrent pas avec des membres de l'extérieur. Et il faut comprendre aussi qu'aussitôt que c'est difficile d'être en confinement, il faut réaliser que présentement, il y a pratiquement la moitié de la planète qui est en confinement. On peut juste penser, par exemple, à l'Inde qui est en confinement complet, puis plusieurs régions des États-Unis, c'est des millions de personnes qui sont en confinement. Si on regarde l'état mondial, ça c'est en date d'hier, on avait au-dessus de 700 000 cas de personnes atteintes de la maladie du COVID, avec 33 000 mortalités et presque 150 000 de cas de rémission. Au Canada, nos chiffres sont encore humbles, à 6 200 au total de personnes atteintes, mais c'est largement dû au fait que la vitesse de test de dépistage ne fait que s'enclencher présentement. On est encore au début du dépistage. On a 64 mortalités avec 466 rémissions et encore une fois, ceci c'est à cause qu'on est encore dans le début de la pandémie au Canada. Ça ici, c'est un graphique qui pour moi est mon graphique quotidien pour savoir exactement où on en est. Je vous identifie les lignes rapidement. La première ligne du haut, là, qui est le plus à pic, c'est l'Italie. C'est le nombre de cas confirmés par jour, OK? Et ensuite de ça, vous avez le Québec, qui est la ligne bleue, qui est juste en dessous. Donc, le Québec suit une courbe très similaire à l'Italie présentement. C'est la courbe qui est en date d'hier.
Et justement, aujourd'hui, le gouvernement québécois disait qu'on a eu on était à 235 hospitalisations et 78 personnes aux soins intensifs avec le COVID. Donc, c'est vraiment significatif pour le Québec. On n'a toujours pas commencé à diminuer la courbe malgré qu'on est déjà en quarantaine. On a les États-Unis qui sont en dessous, qu'on sait qu'ils sont sous-évalués, que ça doit être pire que ça. Ensuite, en vert, vous avez la Colombie-Britannique. En rouge, l'Ontario qui est en dessous. En bas de ça, vous avez l'Alberta qui est en mauve. Et la petite ligne la plus basse, c'est le Japon, qu'on sait dans les pays asiatiques. Disons que les réglementations de la sévérité des quarantaines puis les droits de l'homme, tout ça fait en sorte que c'est très, très draconien comme système. Ils sont beaucoup plus restreints que chez nous. Donc, on a parlé de transmission par surface. J'ai mis un petit lien là, si vous voulez voir un petit peu comment est-ce que ça se passe. Pour ce qui est de vous donner une idée de la transmission aérienne, quelqu'un qui éternue, ça répand ses particules virales aérosolisées dans un rayon de 10 mètres, à 35 mètres par seconde. Si vous toussez, c'est de 3 à 5 mètres qui est d'aréosol. Et la suspension dans l'air va durer environ 3 heures. Elle peut être transmise par la ventilation, mais elle peut aussi tomber sur les surfaces qui ensuite vous allez vous contaminer en vous touchant, non seulement en respirant, mais en se touchant. Et si on parle, mettons, d'une personne qui serait COVID positive, qui rentre en contact avec d'autres, parce que même si elle garde sa distanciation, mais elle se met à tousser, par exemple, à l'épicerie, on sait qu'elle risque d'infecter 1 à 2 autres personnes de manière silencieuse, même si elle n'est pas encore symptomatique elle-même. Et dans 7 à 10 jours, on va avoir 15 à 20 personnes au moins qui vont être atteintes du virus puis qui vont se ramasser à l'hôpital. Donc, le potentiel de transmission est vraiment impressionnant, malheureusement. Quand on regarde les données, les prédictions épidémiologiques, j'ai un modèle épidémiologique, mais je vais vous inviter juste à aller voir le modèle, mais je ne vais pas le démontrer présentement. C'est un petit peu comme une chose un petit peu plus technique. Si on regarde, par exemple, la situation dans les hôpitaux, comment les gens l'approche des hôpitaux, c'est que tous les patients sont traités comme COVID positifs jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire qu'il y a un lourd fardeau sur le système qui fait que tout l'accès aux soins est ralenti. Puis ça demande des ressources énormes et que peu importe la raison de la maladie du patient, bien, il faut prioriser les lits, les ventilateurs, rediviser l'hôpital, essayer de garder les négatifs des positifs. Donc, ça complexifie énormément les choses. Et présentement, les grands journaux médicaux parlent largement d'algorithmes de priorité en vigueur. Malheureusement, les algorithmes sont là pour éviter aux médecins d'avoir à prendre des décisions à qui va avoir un ventilateur. Et les organisations mettent en place des personnes qui sont là pour appliquer l'algorithme dès l'entrée à l'urgence. Donc, en Italie, ils ont eu à gérer de cette manière-là, notamment dans la région de Bergame, ce qui voulait dire qu'à un moment donné, ils ont atteint un niveau de saturation où ils ont dit toute personne en haut de 70 ans qui se présente à l'hôpital, on n'a pas ce qu'il faut, on les retourne chez eux. Les médecins n'avaient même pas le temps de les voir, les médecins n'avaient même pas le temps de briser le cœur, de dire non à quelqu'un, qu'il y avait déjà un administrateur qui avait fait le tri, puis jusqu'à un certain point, si on veut condamner les gens à avoir à retourner à la maison sans traitement. C'est un gros problème qu'on prévoit là, de saturation des soins. Donc, ça affecte non seulement les gens avec le COVID, mais ça affecte tous les patients qui pourraient avoir besoin de soins pour autre raison, que ce soit un problème cardiaque, une fracture de hanche ou autre chose qui n'est pas en lien avec le COVID. Donc, la chose à faire au point de vue de santé publique, c'est de mettre en place une quarantaine. La quarantaine, elle vise à assurer une disponibilité des soins et à réduire une mortalité. Okay? Mais la quarantaine ne fonctionne que si les gens qui sont en quarantaine la respectent. S'il y a une personne qui est dans un groupe qui ne respecte pas la quarantaine ou qui est introduit de l'extérieur à l'intérieur du groupe, on vient carrément de complètement défaire tous les efforts qui ont été faits par le groupe précédemment. Donc, si on regarde le graphique là, le graphique noir, c'est si on ne fait rien, le nombre de cas va augmenter puis le nombre de mortalités avec. Si on fait juste la quarantaine à moitié et on ne fait pas attention, ça nous tombe dans un cas de mitigé. Donc, on laisse à certaines personnes sortir puis d'autres restent à la maison.
nos cas de COVID vont augmenter quand même, puis on va avoir un petit peu moins de mortalité, mais probablement juste moins rapidement. Par contre, si on applique une quarantaine ferme, ce qui va arriver, c'est qu'on va arriver à absorber le nombre de cas qui sont déjà atteints et à les traiter, éventuellement que la courbe redescende. Et là, il faut comprendre qu'une fois que la courbe est redescendue, la solution n'est pas atteinte. Le virus est toujours latent dans la communauté et là, il va être très important de reprendre les activités de façon graduelle et structurée, de façon à prévenir une deuxième accélération puis une deuxième levée de courbe qui, elle, pourrait essentiellement revenir de manière cyclique si on ne fait pas attention. Donc, la question qui tue, c'est la quarantaine, combien de temps? Et présentement, c'est un gros sujet de débat chez les experts. Ça dépend de la compliance des gens sur la quarantaine. Ça va dépendre aussi de la situation économique, de la manière que les autorités civiles vont vouloir gérer ça au point de vue économique et évidemment de la recherche. Si on avait une solution miracle, ça serait fantastique, mais tant qu'on n'en a pas, ça nous limite beaucoup. Donc, on parle de plus de 6 à 12 semaines, selon la majorité des experts présentement. Donc, il va falloir avoir des plans, puis agir de manière préventive, non seulement à court terme, à moyen puis à long terme, parce que c'est sûr qu'on n'est pas débarrassé de ce problème. Donc, j'aurais quelques propositions à vous faire de manière adaptée à l'Église. Donc, en considérant les facteurs de risque propres, donc d'âge, de comorbidité médicale de ses membres, de la maladie, c'est important, à mon avis, de prendre des mesures supplémentaires, étant donné qu'il y a beaucoup de diversité dans différentes provinces présentement, puis même dans différents diocèses, et de se baser strictement sur les données médicales pour prendre des décisions d'intervention. On sait que le risque augmente exponentiellement avec le nombre de personnes qui vivent sous le même toit et le nombre de personnes qui sortent et qui entrent de nouveau et sur le nombre total d'entrées. Donc, si vous avez des employés, des visiteurs, si vous avez des membres de communauté qui sont appelés encore à avoir des rôles administratifs puis à sortir de la maison physiquement, bien, à chaque fois qu'il y a une sortie puis qu'il y a une entrée, il y a un risque. Donc, la première chose que je recommanderais, ce serait de structurer les membres de vos communautés comme étant des membres actifs et des membres fixes. Les membres fixes, ce sont des membres qui ne sortent jamais de la maison. Ils sont littéralement en confinement. Ils n'entrent pas non plus en contact avec les gens de l'extérieur et ils peuvent former une unité, ils peuvent interagir entre eux, se rassembler et ça sans distanciation. Je vous donne un exemple concret. Une communauté monastique ou un couvent qui serait fermé depuis plus de 14 jours et qui n'aurait pas été en contact avec des gens de l'extérieur n'a pas à faire de distanciation sociale. Il n'y a aucun bénéfice parce qu'ils sont rendus essentiellement comme une maisonnée, comme une famille qui est confinée ensemble. Pour ce qui est des malades, je vais revenir à ça tout à l'heure, mais je vais garder les deux catégories majeures. Donc, on va parler ensuite des gens qui sont actifs. Ce sont des gens donc qui ont à sortir ou qui sont en contact avec des gens de l'extérieur, comme par exemple des employés ou je sais pas, d'autres membres de d'autres communautés. Et eux ont à utiliser la distanciation sociale en tout temps. Et ils doivent en fait se tenir en quarantaine complète du groupe. Ils ne doivent pas rentrer en contact avec les autres membres qui sont déjà isolés en confinement. Ils sont en fait dangereux pour le groupe des confinés parce qu'à chaque fois qu'ils entrent en contact avec eux, il y a un risque qu'ils soient malencontreusement positifs et qui recontaminent le groupe au complet. Ça donne absolument rien d'avoir une partie de la communauté confinée si on passe notre temps à remettre la communauté à risque. Donc, ce qu'on veut à l'intérieur de la communauté, c'est maximiser le nombre de personnes fixes qui sont confinées, qui restent là, puis minimiser au maximum le nombre de personnes actives qui ont à sortir et rentrer ou à entrer en contact avec des gens de l'extérieur. Et c'est important que les personnes qui sont considérées fixes et les personnes qui sont considérées actives n'entrent pas en contact l'un avec l'autre parce que sinon, le confinement n'a aucun but. On passe notre temps à briser l'avantage du confinement.
De façon générale, je structurerais les choses en deux grosses catégories de risques. Il y a les petits groupes, mettons jusqu'à 10 personnes. La prévention est encore facile et efficace parce qu'on a un minimum d'employés, on est capable de subvenir à nos besoins de façon générale par nous-mêmes. Par contre, quand on tombe dans des gros groupes où il y a plus de 10 personnes, il faut comprendre que le danger augmente exponentiellement avec le nombre de personnes impliquées. Et que ça inclut avec ça tout le nombre d'employés qui, eux, introduisent des risques constamment à l'intérieur du groupe. Alors, le moyen de gérer ça qui est le plus efficace, c'est de réduire le risque en fragmentant le groupe en sous-groupes et de isoler chacun des sous-groupes qu'on est capable d'isoler. Ça veut dire aussi fermer les endroits communs. Donc, si vous êtes dans une grosse maison, puis il y a plusieurs étages, vous avez sans doute une chapelle commune, vous avez sans doute une cafétéria commune, vous avez probablement aussi des endroits, des salons ou des parloirs. Ce sont tous des endroits qui devraient être complètement fermés. Et idéalement, chaque étage ou chaque aile de l'étage devrait être une mini-communauté, une mini-unité qui n'entre pas en contact avec les autres. L'autre chose aussi, c'est les employés, que les membres du groupe n'entrent pas avec le personnel de l'extérieur, à moins d'en être le bénéficiaire, donc à moins d'avoir besoin de soins de santé, on n'entre pas en contact avec personne et on laisse personne entrer à moins de nécessité. Ensuite de ça, donc ça touche ce que je viens d'expliquer un petit peu, les endroits dangereux d'une maison. Il y a un autre aspect que je n'ai pas mentionné, c'est la salle de bain partagée. La salle de bain partagée, on sait que les sécrétions peuvent être donc dans la salive, dans la sécrétion nasale et aussi dans les selles. Donc, les salles de bain partagées constituent des risques. Il est judicieux, donc, de non seulement nettoyer son évier et le robinet quand on a fini, mais aussi avant de l'utiliser. Et le siège de toilette aussi aurait peut-être besoin d'un petit nettoyage avant l'usage. Dans la majorité des cas, les diocèses ont déjà cessé tous les rassemblements, donc ont fermé les lieux de culte, et ce, même à huis clos avec des personnes externes. C'est important que tous les membres de nos communautés soient au courant parce que malheureusement, il y a encore des rassemblements avec des gens externes qui ont lieu. On sait que présentement, il y a des points chauds de COVID à Montréal qui sont directement liés à des communautés de foi assidiques qui, malgré les avis de leurs rabbins, ont continué à se rassembler pour préparer la Pâque juive et qui, malheureusement, présentement, se retrouvent dans des situations très précaires. Alors, on ne veut pas, nous, en tant que membres de l'Église ou comme communauté, être source de transmission, d'abord pour des raisons morales, mais aussi pour des raisons financières, parce que présentement, ça nous expose à des amendes et à des poursuites judiciaires. Présentement, les autorités civiles ont mis sur place des mesures pénales pour contrôler les rassemblements et certainement qu'il y a les groupes qui pourraient s'être créés ou les gens qui ne suivent pas les recommandations pourraient se voir poursuivis ou du moins avoir des amendes. Au point de vue du ministère, tout ce qui est ministériel, on part de la position « je suis infecté ». Ça veut dire, malheureusement, pour le moment, on est en isolation, on minimise notre exposition personnelle, on minimise l'exposition aux autres. On n'a déjà pas assez de matériel de protection dans nos hôpitaux pour pouvoir protéger notre personnel de santé. Donc, c'est malheureux, mais considérer d'aller dans les hôpitaux pour donner de l'accompagnement, c'est vraiment, pour le moment, pas une bonne idée, là. En fait, ça vous met à risque, puis ça met le personnel à risque parce que vous prenez leur matériel dont ils ont besoin. Donc, ma recommandation, c'est de cesser tout ministère qui vous oblige à sortir et tout ministère qui vous oblige à recevoir des gens. Vous voulez aussi encourager les gens à rester chez eux. Vous ne voulez pas être la personne qui a encouragé quelqu'un à se déplacer pour venir à une messe ou une confession, quand en fait, le gouvernement encourage les gens à rester chez eux puis que les gens sont pénalisés quand ils n'obéissent pas. Donc, il s'agit de transformer le ministère, de se rendre présent. Il y a des besoins énormes présentement sur le terrain, mais il s'agit d'être créatif pour pouvoir rejoindre des gens puis les contacter pour répondre à leurs besoins.
Quand on parle de distanciation sociale, quand on a à sortir, ou quand vous avez à interagir avec un employé, l'espace de 2 mètres, c'est vraiment un minimum. Comme je vous ai parlé plus tôt, si quelqu'un tousse ou éternue, le 2 mètres est largement excédé. Et cette distanciation sociale-là, elle est pertinente seulement pour une société ou un gros groupe. Des situations inévitables que je dirais comme un peu dangereuses, comme par exemple, vous n'avez pas le choix, vous avez du personnel infirmier qui vient sur votre étage. Bien, si vous êtes le bénéficiaire des soins, c'est sûr que vous ne pouvez pas rester en dehors du périmètre de 2 mètres. La personne va s'approcher de vous pour vous soigner. Mais si vous n'avez pas à interagir avec cette personne-là, vous n'êtes pas le bénéficiaire du soin, bien, normalement, vous ne devriez même pas être sur l'étage, puis vous devriez encore moins avoir entré en contact avec cette personne-là directement. Si vous êtes la personne qui administre au point de vue administratif, l'étage, vous êtes la supérieure, ben l'idée, ça serait de contacter votre infirmière-chef par téléphone ou par Zoom ou d'un autre moyen. Évidemment, toujours laver les mains, toujours laver les surfaces, là, parce que la distanciation sociale ne règle pas le problème des aérosols. Quand on a des employés médicaux, la recommandation, c'est qu'on entre et on sort. Les employés rentrent et sortent avec protocole. Donc, ils ont des restrictions par rapport aux entrées et aux lieux auxquels ils ont accès. Ils n'ont pas accès à la maison au complet. Ils ont accès à des lieux restreints. Le personnel doit faire un nettoyage de ses effets à l'entrée et au départ, et même chose pour les surfaces. C'est important de prioriser une constance dans le personnel, que le personnel soit attitré à un même étage, au même patient et qu'il soit restreint. C'est pas une bonne idée d'avoir une infirmière qui donne les médicaments à toutes vos malades. Si cette infirmière-là, par malheur, tombe COVID positif, elle va avoir infecté tous vos malades. Donc, vous voulez fragmenter les services puis les rendre le plus possible isolés les uns des autres. C'est très important aussi que votre personnel ne travaille pas dans un autre centre. Pourquoi? Ben, je vous donne un exemple. Dans l'État de Washington, il y a eu 30 centres de personnes âgées qui ont été atteints du COVID assez rapidement. Il y a un des centres où il y avait un total de 130 résidents et 101 des 130 résidents ont attrapé le COVID. Entre eux, ils ont 33 % de mortalité sur les 100 personnes, donc 30 quelques personnes qui sont décédées, puis là-dessus, il y en avait 55 qui ont été admises à l'hôpital. Et dans les 30 centres de soins de longue durée qui ont été infectés, il y en a 8 qui ont été infectés croisés parce que il y avait du personnel qui travaillait dans ce premier centre, qui travaillait aussi dans d'autres centres. Et donc, on s'est ramassé avec un paquet de centres de soins de longue durée infectés par du personnel qui, lui, se sentait en bonne santé parce que le personnel, lui, s'est pas ramassé à l'hôpital puis il n'y a eu aucun décès dans les membres du personnel. Sauf que les centres de soins de longue durée, eux, ont écopé et il y a eu beaucoup de mortalité. Donc, c'est important de veiller à ce que le personnel, ce ne soit pas le même qui entre en contact avec tout le monde puis qu'il y ait des endroits de travail restreints. On veut aussi minimiser l'espace physique de traitement pour que les espaces de traitement couvrent le moins de territoire possible pour laisser de la place aux autres qui, eux, ne sont pas nécessairement malades, là, mais que le personnel ait le moins d'endroits possible. Pour ce qui est des employés non médicaux, le risque demeure lui aussi. Il faudrait qu'il y ait des protocoles d'entrée et sortie, qu'il y ait un minimum de personnes désignées à entrer en contact avec eux et que ce soit des personnes désignées qui entrent avec eux et que ces personnes-là désignées prennent des moyens de se protéger pour protéger leur propre communauté lorsqu'ils vont réintégrer le groupe. Il faut réduire au maximum les contacts et éviter que les employés entrent dans les lieux communs, comprendre qu'à chaque fois qu'un employé rentre dans un lieu commun, si cet employé-là était en contact avec 2 personnes en faisant son épicerie, puis que chacune de ces 2 personnes-là était en contact avec peut-être 10 autres personnes en faisant l'épicerie, bien, c'est ça le nombre de risques que cette personne-là amène le COVID chez vous. Il est très important de demander à l'employé de désinfecter avant son départ. Maintenant, par rapport aux membres actifs, les gens qui sont en position administrative, les gens qui doivent continuer de sortir, avoir des contacts externes, ces personnes-là ont à être particulièrement vigilantes par rapport au risque de communiquer le COVID aux autres membres de leur communauté. Se laver les mains, se changer, se protéger et agir toujours comme si vous étiez porteur.
La distanciation sociale, si vous devez vivre sous le même toit qu'un groupe qui, lui, est un groupe fixe, qui ne bouge pas. Je donne un exemple, vous êtes dans une maison, vous êtes la supérieure, vous avez à sortir, mais vous avez 15 de vos sœurs qui sont là, puis qu'eux autres, ils ne sortent pas, ils ne bougent pas. Bien, vous devriez vous mettre en quarantaine de ce groupe-là. Votre distanciation sociale par rapport à eux est insuffisante parce que si vous êtes positif, puis vous partagez la même table, puis vous allez à la récréation avec eux autres, vous partagez la même salle de bain, vous risquez de leur donner. Donc, c'est préférable que vous mettiez à part, que vous réduisiez les risques. Puis, l'autre chose aussi, c'est que vous continuez de restreindre vos propres entrées et sorties. Donc, les critères, c'est médical, nourriture, obligation d'État. OK? Puis, essayez de garder un registre des entrées, sorties de vos contacts si possible, parce que si vous avez un cas de contamination, puis vous êtes capable de savoir que vous avez vu telle personne à telle date, si vous devenez contaminé, ça va être plus facile pour les autorités de recontacter ces personnes-là, puis de prendre des mesures pour les protéger, puis protéger les personnes qui sont en contact avec ces personnes-là. Donc, c'est comme une arborescence de responsabilité. Pour réduire les risques au maximum par rapport à votre communauté, je recommande donc un isolement, une salle de bain privée, puis un lien pour manger qui soit privé. Je recommanderais aussi à tous les membres des communautés d'établir leur niveau de soins. Le niveau de soins, souvent, c'est soit pas de RCR, traitement des conditions morbides ou traitement complet. Il ne s'agit pas, en aucun cas, de réduire le niveau de traitement sans raison valable et encore moins à cause du COVID. Ça ne doit pas remettre en question les niveaux de soins, mais dans certaines communautés, ce n'est pas quelque chose qui est fait d'emblée. Ceux qui ce n'est pas fait, je vous recommande à ce que ça soit clair avec vos autorités parce que si jamais il arrive quelque chose, au moins, il n'y aura pas de discussion puis ça va sauver énormément de temps et de processus décisionnel à tout le monde. Au point de vue administration, je recommande l'implémentation d'un plan de contingence. L'idée est la suivante, c'est que si un administrateur tombe malade, il y a un remplacement de prêt. Puis ça veut dire, je donne un exemple concret, il y a 3 évêques dans un diocèse. Les 3 évêques en question ne devraient pas entrer en contact les uns avec les autres parce que s'il y en a un qui tombe positif, il va le donner aux 2 autres. Si un évêque qui tombe malade, ça devrait déjà être clair, c'est qui prend la responsabilité de cet évêque-là. Donc, il faut que l'architecture de remise de responsabilité soit claire, puis s'assurer que chaque poste important est au moins couvert un peu en double ou que les gens savent où est l'information. C'est très important que si vous êtes un supérieur, puis que vous n'avez pas... c'est pas vous qui gérez les infirmières, n'entrez pas en contact avec des infirmières, le personnel de soins et du service, à moins d'en être le bénéficiaire. Okay? Parce qu'après ça, vous, comme administrateur ou responsable de maison, vous avez à rencontrer vos autres sœurs, vous avez d'autres choses, d'autres gens à rencontrer, puis à chaque personne que vous entrez en contact qui vient de l'extérieur, vous augmentez votre risque de transmission, et pour vous et pour les autres. Je recommande aussi un plan de contingence, à savoir où mettre nos malades. Dans plusieurs cas, les maisons sont déjà pleines, puis on va avoir des gens qui vont tomber malades, qui ne seront pas nécessairement des malades du COVID, mais qui peuvent, par exemple, faire une crise cardiaque, se briser une hanche ou un bras, puis qui vont nous revenir de l'hôpital. Fait que la question, c'est savoir comment protéger votre maison, comment protéger vos membres, puis comment s'assurer que cette personne-là réintègre le groupe de manière sécuritaire. Alors, là où le risque est le plus élevé, c'est dans les conditions où on a un centre de soins. Okay? Plus la maison est grande, plus les risques sont grands. Plus il y a d'employés, plus les risques sont grands. Avec chaque jour qui passe, le système de santé présentement devient plus saturé, puis il y a moins de capacité d'être capable de gérer les patients qui viennent pour des raisons autres que le COVID. Okay? On va faire une hypothèse. On a un cas de COVID positif dans une maison où il y a 100 sœurs. On prend 100 sœurs, puis on dit qu'il y en a 20 qui sont hospitalisées parce que finalement, c'était une communauté assez jeune. Donc, ça fait 20 sœurs qui se ramassent à l'hôpital. Et dans la majorité des cas, même si vous êtes à Montréal, juste le fait qu'il y a 20 sœurs qui débarquent dans la même 48-72 heures à l'hôpital, ça va saturer votre hôpital. Donc, il va avoir de la misère à prendre soin de vous. Puis 2, il n'y aura plus de place puis de ressources pour les autres patients, peu importe c'est quoi leur statut COVID. Fait que la prévention, c'est le seul moyen d'éviter un désastre. Okay? Donc, pour quand on est un centre de soins, notre objectif devrait être de protéger nos malades et tous les membres du personnel et tous les autres membres qui vivent sous le même toit. La meilleure façon, la façon la plus efficace et sécuritaire de faire ça, c'est de fragmenter les aires de traitement, de fragmenter les ailes. Donc, ce qu'on veut faire, c'est on veut isoler
les malades par groupe et que ces groupes-là deviennent des groupes fermés où ce qu'on restreint au maximum les entrées-sorties de ces ailes-là, que ce soit personnel, malade ou membre de communauté. Et en créant des ailes distinctes, on réduit le risque d'infecter tout le centre au cas où qu'on ait quelqu'un qui tombe positif. Rappelez-vous que les chances qu'il y ait quelqu'un qui est positif dans votre communauté présentement est largement par une entrée. Ce n'est pas quelqu'un qui est déjà là depuis 14 jours puis que vous êtes fermé. C'est une personne de l'extérieur qui vient, une sœur qui est partie à l'hôpital, qui est revenue, un employé qui vient, une infirmière, quelqu'un qui lave le plancher. C'est par là que ça va passer. Donc, on veut éviter qu'il y ait des personnes qui se promènent partout dans la maison. On veut diviser les régions. Le groupe idéal, il y aura toujours le même personnel, puis il y aura un nombre minimum. Le nombre, ça serait entre 10 et 15 personnes à peu près. Ça va bien avec une unité de soins d'habitude. Le personnel qui est dédié à cette unité-là ne sert que ce groupe-là. Et les malades dans les groupes, idéalement, seraient déjà triés par catégorie de risque. C'est souvent comme ça que c'est de toute façon dans les centres de soins, là, où on a mis des gens qui ont plus besoin de soins, moins besoin de soins ensemble. Et ensuite de ça, c'est important que chacun de ces individus-là mange dans leur chambre. Et la clé, c'est que le cabaret ne doivent pas être transmis par la cuisine. C'est-à-dire, la cuisine vous envoie les cabarets dans un porte-cabaret, mais on veut réduire le nombre de personnes qui vont à la chambre des patients. Donc, il faudrait que ce soit le personnel infirmier qui distribue les cabarets puis qui les ramasse. Parce que si c'est votre personne qui est à la cuisine qui le fait et que c'est cette personne-là qui distribue tous les cabarets dans votre centre, si elle tombe COVID, tous les membres de votre centre vont l'avoir. Ça nous prend aussi un plan de contingence au point de vue des soins hospitaliers. Il ne s'agit pas parce que le système est sous stress de ne pas envoyer un membre à l'hôpital si une personne a besoin, mais il faut considérer que quand la personne va être reçue à l'hôpital, elle va être considérée COVID jusqu'à preuve du contraire. Les soins vont être plus complexes à donner, ça va rendre l'accès aux visiteurs restreint, voire impossible, et qu'étant donné qu'il y a de la pression sur le système de santé, ils vont vouloir vous retourner le patient très rapidement, puis peut-être que vous n'aurez pas le temps d'être prêt. Alors, mieux vaut se préparer à l'avance. L'objectif du plan de contingence, c'est d'éviter de contaminer le groupe par cette personne qui va revenir. L'hôpital ne peut aucunement vous garantir le statut COVID du patient. Ils ne vont pas tester la personne avant. Ils vont vous dire « Ah, ben il n'y avait pas d'autres patients qui avaient le COVID sur l'étage, là, elle avait l'air bien, puis tout le monde avait l'air bien. » Oui, mais sauf qu'elle est passée par l'urgence, elle a vu à peu près une quarantaine d'infirmières dans les dernières 72 heures parce qu'il y avait des infirmières différentes sur chaque chiffre. Elle a été dans une chambre avec 4 autres personnes. Elle a utilisé 3 salles de bain différentes qui n'ont pas été décontaminées entre l'usage de chaque patient. Donc, vous voyez le topo. Cette personne-là, il faut qu'elle soit mise en quarantaine. Il faut qu'elle tombe dans un endroit physique prédéterminé, désigné, qui est privé et séparé du reste du groupe. Si elle a besoin de soins, que le personnel désigné soit restreint et qu'il prenne des mesures de sécurité, que sa salle de bain soit privée, que ses repas soient en privé, puis qu'elle observe au minimum une quarantaine de 14 jours, parce qu'on sait que ça peut prendre 10 jours avant qu'elle soit symptomatique. OK? Mais j'irai plus loin. On sait que ça prend 20 jours après les symptomatiques pour qu'ils soient complètement négatifs. Fait qu'on n'est toujours pas clair combien de temps qu'on devrait garder ces personnes-là en quarantaine avant qu'ils réintègrent le groupe. Si j'avais à proposer un chiffre, ça serait une mise en quarantaine de 3 semaines, 21 jours. Le risque-bénéfice de garder quelqu'un en quarantaine plus longtemps pour ne pas infecter un groupe est clair. C'est-à-dire, il y a plus de bénéfices à être prudent puis à garder la personne en quarantaine plus longtemps que de la réintégrer trop rapidement au risque qu'on manque un cas de COVID puis qu'on contamine le restant de la communauté. Autre plan de contingence important, c'est celui en cas de COVID positif. Qu'est-ce qui arrive si vous avez une personne dans votre communauté qui tombe COVID positif? Première chose, quarantaine immédiate pour tous les membres de la communauté. Il faut protéger tout le monde. Isolation absolue de la personne et de chacun des membres du groupe et du groupe lui-même. Donc, si vous avez déjà créé des sous-divisions dans votre centre de soins, bien, il s'agit de mettre tous les membres en quarantaine dans cette sous-division-là. Et mettre en quarantaine aussi toute personne qui aurait pu être en contact avec elle. Fait que ça inclut votre personnel infirmier, ça inclut votre personnel de nettoyage, ça inclut la supérieure qui est peut-être venue faire un tour,
D'où l'importance que la supérieure évite de faire des tours. Et essentiellement, si on est capable de fermer par secteur, c'est bien. Si ça n'a pas été sectorisé, malheureusement, votre centre au complet tombe en quarantaine individuelle et ça devient des mesures de protection et de dépistage santé publique. C'est un peu compliqué, puis votre risque que vous ayez une grosse partie de votre communauté qui rentre à l'hôpital devient très élevé. Admettons qu'on a une personne qui nous arrive, qui était à l'hôpital, qui était COVID positive, où on la met. Parce qu'il faut comprendre que le fait que vous soyez COVID positif ne veut pas dire que vous allez rester à l'hôpital. Ils vont peut-être vous retourner chez vous. Puis après que la grosse crise respiratoire est passée, vous êtes toujours positif, mais vous êtes assez bien pour être chez vous, ils vont vous retourner chez vous. Où on met cette personne-là? Ça prend un espace prédéterminé, encore une fois, chambre, salle de bain privée, aucun contact extérieur, quarantaine absolue. Encore une fois, selon la santé publique, mais je recommande au moins 21 jours. Désinfection d'espace après la quarantaine, très important. La désinfection, la chose la plus facile à faire, c'est d'abord de condamner les lieux pour un minimum de 72 heures, parce qu'on sait que l'aérosolisation va être terminée et que la majorité du virus va être dégradée. Par la suite, avec des moyens de protection, masques, gants, désinfecter toutes les surfaces puis tous les tissus qui ont pu être atteints. Si vous n'êtes pas capable de faire ça de manière sécuritaire, bien, il y a toujours des groupes professionnels qui se spécialisent là-dedans, qui peuvent être appelés aussi dépendant de l'ampleur de la tâche à faire. Finalement, juste un mot sur le ministère in extremis. J'ai eu des questions d'un diocèse par rapport à ça, par rapport notamment à donner un baptême in extremis ou vouloir être une disponibilité ministérielle par rapport à certaines personnes qui pourraient avoir des besoins. Ma recommandation est d'essayer de garder les prêtres chez eux. On n'en a pas beaucoup, puis c'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils ne seront pas atteints du COVID. Le plus possible, minimiser le nombre de personnes qui fait du ministère in extremis, que ce soit des personnes qui soient nommées par le diocèse, idéalement des personnes qui comprennent les risques et qui ont peu de risques de contaminer d'autres gens et qui sont prêtes à le faire. Donc, que ce ne soit pas quelque chose qui soit ouvert à n'importe quel prêtre d'aller faire. Donc, on a un besoin ecclésial commun et puis de pouvoir que chacun mette la main à la pâte de manière à protéger l'ensemble du groupe. Donc, c'était ça pour ma présentation. Me suis permis de vous suggérer quelques références de Santé Canada, le World Health Organization, le CDC, qui est le centre américain, mais qui est très bon pour tout ce qui est maladies infectieuses, les centres d'évidence médicale, données internationales et les ressources cliniques multiples internationales. Et voilà, je suis disponible pour vos questions. Et par écrit, parler, je vais laisser Sabrina. Merci beaucoup, Dr. Bourseau. On peut prendre quelques minutes pour des questions. C'était quand même assez exhaustif, je crois, comme présentation. Vous aurez accès à ce fichier de présentation pour vous aider là, si vous voulez vous en servir comme référence, ainsi que la vidéo, comme je vous avais dit au début. Donc, je sais qu'il y en a peut-être qui ont des temps de prière communautaire là, qui s'en viennent ou temps de repas très bientôt. Mais prenons quand même quelques minutes pour des questions. Si vous avez besoin de quitter, allez-y sans problème. On a quand même 25 personnes en ligne, donc voici comment on va procéder pour la période de questions. Vous avez en bas de votre écran la petite bulle de conversation et à côté, vous avez une icône de main et ça dit « Levez la main ». Donc, si vous cliquez sur ça, moi, je vais voir qui veut parler et je vais pouvoir vous donner la parole. À ce moment-là, je vais activer votre micro pour qu'on puisse entendre votre question. Alors, je vous invite à faire ça quand vous êtes prêts. Levez votre main et je vais procéder ainsi. Alors, je vois Ginette d'abord. Alors, Ginette, juste un petit moment, je vais activer le micro. Assurez-vous que votre micro en bas à gauche est aussi activé. Vous ne devriez pas voir... Oui, voilà, c'est parfait. Allez-y, Ginette. Vous m'entendez bien? Oui. Bon. Alors, je vous félicite pour la présentation et puis c'est vraiment très bien, je dirais très bien étoffé là, et puis ça rassure.
Mais en même temps, parce qu'on a quand même déjà instauré un plan de contingentement, mais je vois qu'il y a encore plus de protection à faire. Et puis là, je vois la somme de la responsabilité, là. Mais parce que nous, on est une cinquantaine dans la maison, mais on a quand même une infirmerie, puis on a du personnel. On applique déjà pour le personnel la prise de température corporelle avec un thermomètre frontal. Alors ça, c'est quand même pour protéger le personnel, hein, parce qu'ils sont quand même un petit peu nerveux là, de ce côté-là. Et puis, voilà, en tout cas, je rencontre déjà les sœurs une fois par semaine à ce niveau-là depuis. Mais nous, c'est seulement du personnel qui vient de l'extérieur et puis qui sort. Mais il y a comme par exemple, est-ce que nos infirmières vont dans d'autres centres de soins? Ben, c'est une bonne question qu'on va pouvoir faire valider aussi, là. Mais, wow, c'est imposant. Oui, il y a des centres où présentement, ce qu'ils ont fait comme option, c'est qu'il y a du personnel médical qui, en fait, fait maintenant partie de la communauté de façon pas permanente, mais presque. Le personnel couche là dans certains centres pour essayer d'éviter. Parce qu'évidemment, chaque membre de votre personnel qui est allé faire son épicerie ou qui est sorti représente un risque propre. L'idée de prendre la température à l'entrée, elle est bonne. Le seul inconvénient à ça, enfin moi je fais la même chose avec mes patients que je dois voir au bureau présentement, c'est de comprendre que c'est vraiment pas une garantie. C'est-à-dire que ce signe-là, quand il va être là, la personne se fait déjà probablement une semaine qu'elle est porteuse. Donc, mais par contre, si vous pourriez, des petites choses assez simples, garder un log de tout le monde qui rentre, tout le monde qui sort, si vous êtes capable de vous assurer qu'il y a une constance au point de vue de quel personnel prend soin de quelle sœur ou quelle aile, que cette constance-là soit une régularité aussi religieuse que possible, si je peux dire. Déjà, ça va réduire vos risques, puis réduire aussi ce qu'on a dit en anglais, le footprint, que votre personnel infirmier ait accès à des lieux restreints de la maison. Il y a une salle de bain distincte, il y a un endroit pour manger distinct, comme je disais un peu plus tôt, si c'est la même infirmière qui donne les pilules à tout le monde dans la maison, puis si elle a là, ben c'est sûr que tout le monde va l'avoir. C'est pas toujours possible de fragmenter, mais je pense que si vous me dites que vous avez une cinquantaine de sœurs, elles ne sont probablement pas toutes sur le même étage, là, à moins que vous ayez une maison particulière. Fait que déjà là, si vous avez, par exemple, 2 étages ou 2 ailes, ben c'est déjà un bon mécanisme de fragmentation puis d'isolement que vous pouvez mettre en place, tu sais. Oui. Il faut dire, ben celles qui sont en haut, ils ne descendent pas en bas, puis vice-versa, tu sais. C'est ça, c'est très, très difficile. Présentement, dans les maisons de CHSLD publiques, les résidents sont confinés dans leur chambre, littéralement. Et tout leur est servi. C'est pour ça que le gouvernement a levé, d'ailleurs, les frais supplémentaires, les frais cabarets, qu'il disait, parce qu'avant, il y avait des cafés. Et ça, c'est une autre chose dans la communauté religieuse qui peut être très difficile à instituer. Puis souvent, les communautés qui ont des infirmeries vont avoir déjà des services cabarets pour leurs malades. Et pour les restants des membres, souvent, les membres continuent à aller à la cafétéria. Et ça, c'est carrément une mauvaise recette, là. C'est un danger clair. Moi, je veux juste conclure en vous disant que un des défis, c'est de continuer à être présent virtuellement pour du ministère pastoral auprès des personnes qu'on accompagne, pour lesquelles on prie. Donc, on prépare aussi des ressources à cet effet-là qui apparaîtront prochainement. Et puis, ben, écoutez, on reste en union de prière avec tout le personnel soignant, avec vous toutes, vous tous dans les communautés, et on espère se sortir de tout ça transformé puis ressuscité en marchant vers Pâques. Alors, Dr. Brousseau, merci beaucoup de vous être
oui, vous êtes rendu disponible pour cette formation. Et puis, merci de vous rendre disponible pour la suite s'il y a d'autres questions aussi. Ça prie. Alors, merci. Bonne soirée à tous. Et s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez aussi me joindre. Mon adresse, c'est formation@crc-canada.org. Merci et puis bonne fin de journée, bonne semaine.